Les actions super agressives sont nécessaires au Hold'em No Limit. Elles peuvent aussi bien servir à la protection de notre main qu'à sa rentabilisation. Et parmi elles, le check and raise occupe une place de choix. Pendant des années, cette action a été interdite sur la majorité des tables américaines parce que jugée déloyale. Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En réalité, c'est une arme à la fois subtile et expéditive qui ne peut être utilisée que par un joueur courageux et opportuniste et dans des circonstances particulières. La table comporte 10 joueurs. Nous sommes à la CF de Paris, dans un tournoi international à 500 € qui réunit 150 joueurs, dont beaucoup ont un bon niveau. Nous nous trouvons aux 3/4 du tournoi, à l'approche des places payées, ce qui explique que le jeu peut être conservateur ou agressif selon les joueurs et selon les moments. Le niveau des blindes est 200-400 et nous nous trouvons en position de petit blind. Ce coup a été disputé par Thomas Fougeron, champion français que beaucoup de monde connaît sous le nom de Fougan. Et je vous propose d'écouter ses commentaires tout au long de ce coup. Oui, donc je connais bien les tournois sur Paris pour en avoir joué beaucoup. J'ai même un célèbre record de 3 finales dans la même semaine consécutive. 3 finales consécutives. Et donc là, on est en fin de tournoi, on arrive vers les payés. Je connais très bien les joueurs de la table, notamment les 2 protagonistes contre lesquels je vais jouer. C'est un avantage certain, même si l'issue du coup me sera malheureusement pas favorable. La psychologie a une part importante dans le poker, notamment dans le poker de tournoi. Donc connaître ses adversaires, c'est quand même un avantage énorme. Là, à Paris, en France, entre compatriotes, effectivement, le jeu prend une toute autre tournure que, par exemple, lors d'un EPT où on rencontre des qualifiés Internet inconnus. Ce n'est pas le même jeu. Nous recevons pour cette donne Dame-Valet dépareillé. C'est une main particulière parce que c'est la plus faible des mains fortes, entre guillemets, et en même temps c'est le meilleur des tirages à quinte pré-flop. Et on peut donc aussi bien la jouer à l'attaque qu'en défense. Le tableau à droite de votre écran vous montre quelle est la 28e main sur les 169 mains possibles, donc nous pouvons essayer d'en tirer parti tout en étant conscient que cette main peut difficilement payer une relance adverse. Nous avons payé le petit blind de 200. Émile, le joueur numéro 9, paye le surblind et les autres joueurs passent. Nous suivons et le surblind paye. Donc dans ce cas, avec Dame-Valet de petite blinde, évidemment, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Connaissant bien Émile, je pense qu'une relance est peu appropriée, car je sais qu'Émile est capable de rentrer dans ce genre de coup avec une paire de rois, même une paire d'as, pourquoi pas. Je sais que c'est un joueur de l'ancienne école et que beaucoup aiment attirer avec leurs grosses mains. Après, passer me paraît peu raisonnable dans ce cas, car maintenant nous avons un pot de 1000, je n'ai que 200 à rajouter, avec une main qui certes n'est pas très forte, mais qui peut être une main à tirage, qui peut être une main de défense. Donc je décide de suivre, en espérant voir le flop, et agir en conséquence dessus. Évidemment, il n'est pas question de passer. Non, pas question de passer, parce qu'il n'y a que 200 à rajouter dans un pot de 1000, la cote est là, et mon tapis me permet de suivre. Effectivement, je ne supporterai pas une relance de la surblinde, évidemment. Le flop est valet 8-2, le valet et le 8 étant à trèfle. C'est un flop classique sur lequel la main max est un brelan de valet. On note aussi que comme ce flop est bicolore, il permet le tirage à couleur. Pour ce qui nous concerne, comme le flop contient un valet et que les autres cartes sont inférieures au valet, nous détenons la paire max et nous sommes très probablement favoris. La dame qui constitue notre kicker est aussi une protection pour la suite du coup. Être favori nous donne un avantage psychologique énorme sur les adversaires, mais nous avons 2 handicaps. 1. Nous avons le plus petit tapis. 2. Ils ont l'avantage de la position puisqu'ils parlent après nous. Oui, alors on a touché un flop assez intéressant. En toute logique, normalement j'aurais dû attaquer le coup. Mais reste mon problème de lecture sur Émile. Je suis toujours persuadé, je reste dans ma première idée, qui peut être sur 2 rois ou 2 as. Donc je préfère checker et laisser à mes adversaires le choix de l'action pour ensuite établir une stratégie de contre. Donc Xavier me mâche le travail en ouvrant et Émile passe. Émile qui était ma plus grande inquiétude. Maintenant je me sens favori contre Xavier, mais j'envisage le tirage trèfle. C'est pour ça que je protège ma main et décide de faire tapis pour mettre Xavier face à ses responsabilités. Le problème là, c'est que Xavier, il aurait dû partir, enfin c'était ce que tu souhaitais, manque de chance, il paye. Il paye avec son tirage couleur. Certainement que j'ai fait une petite erreur psychologique en envoyant tapis dans la foulée.
n'ayant pas laissé le temps de réflexion à mon adversaire d'évaluer la force et la hauteur de ma relance. Xavier ouvre à 600, Émile passe, et nous faisons tapis. La turn est le 7 de carreau. C'est une carte qui nous laisse favori, mais elle donne à Xavier un tirage à quinte ventral. Donc il a 4 outs de plus. Si la river est un 6, il termine le coup avec une quinte. Cela porte sa probabilité de gagner à la river à 13 sur 44, c'est-à-dire 26%, donc une chance sur 4. La river est le 7 de trèfle, ce qui donne la couleur à Xavier et nous élimine du tournoi. Nous avons vu dans ce coup qu'il est parfois nécessaire de faire un check raise pour casser une cote adverse, quand soi-même on possède une bonne main, mais sans être max pour autant. Ce coup montre aussi que cela peut ne pas suffire, même en relançant all-in à une hauteur menaçante. Il est très difficile de savoir à l'avance si notre check raise réussira. Il peut échouer selon l'humeur, le caractère de l'adversaire ou les aléas des probabilités. Oui, donc le check raise peut être une arme redoutable. Malheureusement, dans ce coup, ça n'a pas pris. Ça s'est retourné contre moi. Alors, il y a un débat parce que là, on peut très bien jouer le coup différemment. Par exemple, tu peux te limiter à suivre au flop et après jouer différemment le coup. Tout à fait. Je peux attendre, payer sur le flop, regarder si oui ou non la turn est un trèfle ou pas. S'il n'est pas un trèfle, envoyer tapis et ainsi protéger ma main. Et si c'est un trèfle, abandonner le coup. Malheureusement, on est en fin de tournoi. On approche des places payées. Et évidemment, dans ce genre de tournoi, seules les premières places sont importantes. Il est très important d'avoir un tapis élevé lorsqu'on arrive dans les toutes dernières phases du tournoi et notamment la table finale. Dans ces tournois où les structures sont très très rapides, la force du tapis est très importante. La force d'un tapis dans un tournoi est inversement proportionnelle aux blindes. Avoir un gros tapis quand les blindes sont petites, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, avoir un gros tapis quand les blindes sont importantes, ça donne une pression supplémentaire. On sait très bien que la valeur des cartes perd de son importance par rapport à la hauteur des tapis qui devient une arme redoutable. Merci mille fois à Fougan de nous avoir commenté ce coup et je vous donne rendez-vous dans d'autres masterclass pour évoquer d'autres applications du check rate.